Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Fayard, présentent Une folie meurtrière de P.D. James, interprété par Marc-Henri Boisse. Le docteur Paul Steiner, médecin psychiatre à la clinique Steen, était assis dans le cabinet de consultation donnant sur la façade du rez-de-chaussée et écoutait son patient expliquer, avec une logique parfaite, l'échec de son 3e mariage. Mr. Berg était confortablement allongé sur un divan afin de mieux pouvoir exposer les complexités de sa psyché. Le docteur Steiner se tenait à sa tête, dans un fauteuil du genre de ceux que le comité de gestion des hôpitaux, après de consciencieuses recherches, avait ordonné de mettre à la disposition des médecins consultants. C'était un fauteuil fonctionnel, pas trop laid, mais qui n'offrait aucun appui pour la tête. De temps à autre, une brusque crispation des muscles de son cou tirait le docteur Steiner d'un moment d'absence et le rappelait aux réalités de sa séance du vendredi soir. La journée s'achevait, une chaude journée d'octobre. Après 2 semaines d'un froid vif pendant lesquelles le personnel de la clinique avait grelotté et supplié, la date officielle de la mise en route du chauffage central avait coïncidé avec l'une de ces parfaites journées d'automne où le square débordait d'une lumière dorée et où les dahlias tardives du jardin clôturé, aussi gaies qu'une boîte de peinture, resplendissaient des teintes criardes du plein été. Il était maintenant presque 7 heures. À l'extérieur, la tiédeur du jour avait depuis longtemps cédé la place d'abord à la brume, puis à une obscurité glacée. Mais ici, à l'intérieur, la chaleur de midi restait prisonnière et l'air lourd et immobile semblait affaibli par le souffle de trop nombreux discours. Mr. Burke dissertait d'une plaintive voix de fausset sur le manque de maturité, la froideur et l'insensibilité de ses épouses. Le jugement clinique du docteur Steiner, quelque peu influencé par les effets tardifs d'un copieux déjeuner, et le choix peu sage d'un beignet à la crème pour accompagner son thé, lui suggérait que le temps n'était pas encore venu de faire remarquer que le seul défaut commun aux dames Berg avait été un singulier manque de discernement dans le choix de leur époux. Mr. Berg n'était pas encore prêt à admettre la vérité sur ses propres insuffisances. Le comportement de son patient n'inspirait aucune indignation au docteur Steiner. Qu'une émotion aussi déplacée pût obscurcir son jugement aurait d'ailleurs été un sérieux manque d'éthique professionnelle. Peu de choses dans la vie provoquaient son indignation, et la plupart avaient trait à son confort personnel. De fait, beaucoup d'entre elles concernaient la clinique Steen et son administration. Il désapprouvait fortement l'attitude de Miss Bolam, la directrice administrative, estimant que le soin avec lequel cette dame comptait le nombre de patients qu'il voyait par session et vérifiait l'exactitude de ses justificatifs de frais de déplacement faisait partie d'une politique de persécution systématique. Il était mécontent du fait que sa consultation du vendredi soir coïncida avec les séances de sismothérapie du docteur James Bagulet, ce qui obligeait ses patients, des gens d'une intelligence supérieure qui appréciaient le privilège d'être soignés par lui, à partager la salle d'attente avec une foule bigarrée composée des banlieusards déprimés et des psychotiques sans éducation que Bagulet collectionnait avec un apparent plaisir. Le docteur Steiner avait refusé d'utiliser un des cabinets de consultation du 2e étage. Pour les construire, on avait cloisonné les grandes et élégantes pièces georgiennes et Steiner, qui les détestait, affirmait qu'il s'agissait de cellules désagréables aux proportions ridicules, qui ne convenaient ni à son rang ni à l'importance de son travail. Il avait trouvé tout aussi incommode de changer l'horaire de ses séances. Par conséquent, c'était à Bagulet de changer les siennes. Mais le docteur Bagulet avait refusé de plier, et là aussi, le docteur Steiner avait décelé l'influence de Miss Bolam. Le comité de gestion des hôpitaux avait refusé sa requête d'insonoriser les salles de consultation du rez-de-chaussée à cause des frais que cela aurait occasionnés. Il n'avait pourtant pas montré la moindre hésitation quand il s'était agi de procurer à Bagulet un nouvel engin particulièrement onéreux qui devait lui permettre d'administrer à ses patients assez d'électrochocs pour les dépouiller du peu de cervelle qu'il leur restait.
Cette affaire avait bien entendu été soumise à la commission médicale de la clinique, mais Miss Bolam n'avait pas caché ses sympathies. Dans ses diatribes contre la directrice administrative, le docteur Steiner trouvait commode d'oublier que l'influence de Miss Bolam sur la commission médicale était inexistante. Il était difficile de faire abstraction de l'irritation que lui causait la séance de sismothérapie. L'immeuble qui abritait la clinique avait été construit du temps où l'on bâtissait du solide. Mais même l'épaisse porte en chêne du cabinet de consultation ne pouvait amortir les allées et venues d'un vendredi soir. On fermait la porte d'entrée à 6 heures, et les patients des consultations vespérales étaient inscrits dans un registre à leur arrivée et à leur départ depuis que, quelques 5 ans plus tôt, une malade était entrée sans se faire remarquer, s'était cachée dans les toilettes du sous-sol et avait choisi cet endroit insalubre pour se tuer. Les séances de psychothérapie du docteur Steiner étaient ponctuées par la sonnette d'entrée, les bruits de pas des malades qui entraient et sortaient, la voix cordiale de parents ou de compagnons, exhortant les patients ou criant au revoir à la surveillante Ambrose. Le docteur Steiner se demandait pourquoi les parents des malades trouvaient nécessaire de s'adresser à eux en hurlant, comme s'ils étaient sourds et pas seulement psychotiques. Et peut-être le devenaient-ils après une séance avec Bagulet et sa machine diabolique. Quant à Mrs. Shorthouse, la femme de service de la clinique, elle était la pire de tous. On était en droit d'estimer qu'Amy Shorthouse aurait pu nettoyer tôt le matin comme c'était certainement prévu. Cela eût causé un minimum de dérangement au personnel de la clinique. Mais Mrs. Shorthouse avait soutenu que pour terminer tout ce qu'elle avait à faire, elle devait travailler 2 heures de plus le soir, et Miss Bolam avait accepté. Bien entendu. Il semblait au docteur Steiner que très peu de tâches ménagères s'accomplissaient le vendredi soir. Mrs. Shorthouse montrait une préférence marquée pour les malades en sismothérapie, et de fait, son mari avait jadis été soigné par le docteur Bagulet, et pendant les séances, on pouvait la voir qui traînait dans le hall ou au secrétariat du rez-de-chaussée. Le docteur Steiner en avait parlé plus d'une fois à la commission médicale, et le manque d'intérêt que témoignaient généralement ses collègues pour ce problème l'irritait. On devrait garder Mrs. Shorthouse hors de vue et l'inciter à continuer son travail au lieu de lui permettre de rester là à papoter avec les patients. Miss Bolam, qui se montrait si stricte sans nécessité avec d'autres membres du personnel, n'éprouvait aucune inclination à discipliner Mrs. Shorthouse. Tout le monde savait qu'il était difficile de trouver du bon personnel domestique, mais une directrice administrative, connaissant son métier, aurait dû y parvenir. Faire preuve de faiblesse ne résolvait rien. Pourtant, Baguelet ne voulait pas se laisser convaincre de porter plainte à propos de Mrs. Shorthouse et jamais Bolam ne critiquerait Baguelet. La pauvre femme en était probablement amoureuse. Il revenait à Baguelet de se montrer ferme au lieu de se balader dans la clinique vêtu de cette blouse blanche ridiculement longue qui lui donnait l'air d'un dentiste de second ordre. Vraiment, cet homme n'avait aucune idée de la manière dont un service de consultation devait être mené. Clop, clop firent des bonnes dans le hall. C'était probablement le vieux Tippett, un schizophrène chronique patient de Baguelet, qui depuis 9 ans passait régulièrement ses vendredis soirs à sculpter des morceaux de bois dans l'unité d'ergothérapie. Penser à Tippett ne fit qu'augmenter la mauvaise humeur du docteur Steiner. Cet homme ne convenait absolument pas à la Steen. S'il se sentait assez bien pour ne pas être hospitalisé, ce dont le docteur Steiner doutait, il aurait dû fréquenter un centre de jour ou l'un des ateliers protégés du conseil du comté. C'étaient des malades comme Tippett qui donnaient une réputation douteuse à la clinique et masquaient sa vraie fonction, celle d'un centre de psychothérapie à orientation analytique. Le docteur Steiner se sentait carrément gêné lorsque l'un ou l'autre de ses patients si soigneusement choisis rencontrait Tippett dans les couloirs de la clinique le vendredi soir. Il n'était pas même prudent de laisser Tippett sortir. Un jour, il se produirait un incident et Baguelet aurait des ennuis. La rêverie du docteur Steiner, qui imaginait avec délice les ennuis de son collègue, creva comme un ballon lorsque retentit la sonnette d'entrée. Franchement, c'était impossible. Cette fois, il s'agissait du chauffeur d'un véhicule de l'hôpital qui venait rechercher un patient. Mrs. Shorthouse se dirigea vers la porte pour accélérer leur départ. Sa voix perçante, sinistre, résonna dans le hall. « Au revoir, mes poussins. À la semaine prochaine. Si vous ne pouvez pas être sage, tâchez au moins d'être prudent. »
Le docteur Steiner grimaça et ferma les yeux. Mais son patient, plongé avec bonheur dans son occupation favorite, parler de lui-même, ne semblait pas avoir entendu. De fait, la voix géniarde et aiguë de Mr. Berg n'avait pas faibli une seule fois depuis 20 minutes. « Je ne prétends pas être facile à vivre. Je ne le suis pas. Je suis même plutôt compliqué. Voilà ce que Theda et Sylvia n'ont jamais pu comprendre. Les racines en sont profondes, bien entendu. Vous vous souvenez de cette séance du mois de juin ? J'ai trouvé que des choses assez fondamentales en étaient sorties. » Son thérapeute ne se souvenait pas de la séance en question, mais n'en éprouvait aucune gêne. Avec Mr. Berg, les choses assez fondamentales se trouvaient invariablement justes sous la surface et l'on pouvait compter sur lui pour les faire émerger. Une paix inexplicable enveloppa le docteur Steiner. Il griffonna sur son bloc-notes, contempla ces gribouillages avec intérêt puis avec inquiétude, les examina de nouveau en tenant le carnet à l'envers et se retrouva, l'espace d'un instant, plus préoccupé par son propre subconscient que par celui de son client. Tout à coup, il prit conscience d'un autre bruit à l'extérieur, tout d'abord faible, puis de plus en plus fort. Quelque part, une femme hurlait. C'était un son horrible, aigu, ininterrompu, tout à fait animal. Il avait sur le docteur Steiner un effet particulièrement désagréable. Le psychiatre était timide et anxieux de nature. Bien que son métier l'impliquât parfois dans des crises émotionnelles, il préférait contourner une situation urgente plutôt que d'y faire face. La peur se mua en irritation, et il se leva d'un bond de son fauteuil en s'exclamant « Non, vraiment, c'en est trop ! Que fait Miss Bolam ? Il n'y a donc personne ici pour prendre les choses en main ?»« Que se passe-t-il » demanda Mr. Berg, en se redressant comme un diable qui sort de sa boîte, tandis que sa voix reprenait un ton plus normal, une demi-octave plus bas. « Rien, rien. Une femme qui a une crise d'hystérie, voilà tout. Restez là, je reviens tout de suite, » ordonna le docteur Steiner. Mr. Berg se laissa retomber sur le divan, l'oreille dressée, les yeux fixés sur la porte. Le docteur Steiner se retrouva dans le hall. Un petit groupe se retourna instantanément pour lui faire face. Jennifer Preedy, la dactylo, s'accrochait à Peter Nagel, l'un des deux portiers, ou homme à tout faire qui lui tapotait l'épaule d'un air perplexe avec une pitié embarrassée. Mrs. Shorthouse était avec eux. Les hurlements de la fille diminuaient, se changeaient en gémissements, mais elle était mortellement pâle et tremblait de tout son corps. « Que se passe-t-il » demanda sévèrement le docteur Steiner. « Qu'est-ce qui lui arrive ?» Avant que quiconque ait eu le temps de répondre, la porte de la salle de sismothérapie s'ouvrit et le docteur Begley en sortit, suivi de Miss Ambrose et de son anesthésiste, le docteur Mary Ingram. Tout à coup, le hall parut encombré de monde. « Calmez-vous, allons, allons » dit le docteur Begley avec douceur. « Nous essayons de diriger un service de consultation ici. » Il se tourna vers Peter Nagel et lui demanda à voix basse « D'ailleurs, que se passe-t-il » Nagel était sur le point de parler, mais Miss Preedy recouvra soudain ses esprits. Elle se libéra et, se tournant vers le docteur Begley, déclara d'une voix parfaitement claire « C'est Miss Bolam. Elle est morte. Quelqu'un l'a tuée. Elle est aux archives. On l'a assassinée. Je l'ai trouvée. Enid a été assassinée. » Elle s'accrocha à Nagel et se remit à pleurer, mais avec moins d'intensité. Ses horribles tremblements avaient cessé. « Amenez-la dans la salle de soins, » dit le docteur Begley au portier. « Faites-la s'étendre et donnez-lui quelque chose à boire. Voici la clé, je reviens. » Il se dirigea vers l'escalier du sous-sol et les autres, abandonnant la fille aux bons soins de Nagel, le suivirent en se bousculant. La cave de la Stine était bien éclairée. Toutes les pièces étaient utilisées par la clinique qui, comme la plupart des unités psychiatriques, manquait chroniquement d'espace. Ici, en bas des escaliers, en plus de la salle des chaudières, de la pièce servant à l'équipement téléphonique et du local des portiers, se trouvait l'unité d'ergothérapie, une pièce de rangement pour les dossiers médicaux et à l'avant du bâtiment une salle de traitement pour les malades qui recevaient de l'acide lysergique. Comme le petit groupe arrivait au pied de l'escalier, la porte de cette pièce s'ouvrit et une infirmière, cousine de Miss Bolam et portant le même nom qu'elle, jeta un rapide coup d'œil au dehors, vague apparition en uniforme blanc se découpant contre la pénombre de la pièce derrière elle.
La voix douce, perplexe, flotta jusqu'à eux à l'autre bout du couloir. « Quelque chose ne va pas? J'ai cru entendre un hurlement il y a quelques minutes. » La surveillante lui répondit avec une brusquerie empreinte d'autorité. « Tout va bien, mademoiselle. Retournez à votre patiente. » La silhouette blanche disparut et la porte se referma. Se tournant vers Mrs. Shorthouse, Miss Ambrose ajouta « Et vous n'avez rien à faire ici, Mrs. Shorthouse. Restez en haut, s'il vous plaît. Miss Preedy a peut-être envie d'une tasse de thé. » On entendit Mrs. Shorthouse maugréer et battre en retraite à contre-cœur. Les 3 médecins continuèrent d'avancer, la surveillante sur les talons. Les archives médicales se trouvaient à leur droite, entre le local des portiers et le département d'ergothérapie. La porte était entr'ouverte et la lumière brillait. Le docteur Steiner, qui s'était mis automatiquement à faire attention aux moindres détails, remarqua que la clé se trouvait dans la serrure. Il n'y avait personne. Les casiers métalliques, avec leurs rangs serrés de chemises cartonnées, s'élevaient jusqu'au plafond et formaient, à partir de la porte, une série d'étroites allées à angle droit, éclairées chacune par une lampe fluorescente. Les casiers coupaient verticalement les 4 hautes fenêtres munies de barreaux. C'était une petite pièce sans air, dans laquelle on se rendait rarement et où s'accumulait la poussière. Le petit groupe se fraya un chemin le long du premier couloir et tourna à gauche vers un espace étroit et sans fenêtre, dépourvu d'étagères mais meublé d'une table et d'une chaise, et où l'on pouvait trier les dossiers pour les classer ou noter des informations sans avoir à emporter la chemise. Le chaos y régnait. La chaise était renversée, et le sol jonché de dossiers. Certains avaient leur couverture arrachée et leurs pages déchirées. D'autres formaient des piles instables au pied d'étagères vides qui paraissaient trop étroites pour avoir pu soutenir un tel poids de papier. Et au milieu de ce désordre gisait le corps d'Enid Bolam. Ophélie incongrue et bien en chair, flottant sur une marée de feuillets. Dans ses mains, elle tenait serrée contre sa poitrine, en une hideuse parodie de maternité, une lourde et grotesque figurine de bois sculpté. Sa mort ne faisait aucun doute. Malgré la peur et la répugnance qu'il éprouvait, le docteur Steiner ne pouvait se tromper. Les yeux fixés sur la figurine de bois, il s'écria « Tippett !» C'est son fétiche, la sculpture dont il est si fier. « Où est-il, Bégulet? C'est ton patient. Tu ferais mieux de prendre les choses en main. » Il regarda autour de lui avec inquiétude, comme s'il s'attendait à voir Tippett surgir d'un moment à l'autre, le bras dressé pour frapper, véritable incarnation de la violence. Le docteur Bégulet, qui s'était agenouillé près du corps, déclara calmement « Tippett n'est pas ici ce soir. » « Mais il vient toujours le vendredi. C'est son fétiche, c'est l'arme !» s'exclama le docteur Steiner, confondu par une telle stupidité. Du pouce, le docteur Bégulet souleva doucement la paupière gauche de Miss Bolam. Sans lever les yeux, il répondit « On nous a téléphoné de Saint-Luc ce matin. Tippett a été hospitalisé pour une pneumonie. Lundi dernier, si je ne me trompe. En tout cas, il n'était pas ici ce soir. » Soudain, il étouffa un cri. Les 2 femmes se penchèrent sur le corps. Le docteur Steiner, qui ne pouvait se résoudre à suivre l'examen médical, l'entendit expliquer. « Elle a aussi été poignardée. En plein cœur, dirait-on, et avec un ciseau à manche noire. N'est-ce pas l'un des outils de Nugent, Miss Ambrose ?» Il y eut un temps mort, puis le docteur Steiner entendit la voix de l'infirmière qui répondait « Ça m'en a tout l'air, docteur. Tous ces outils ont un manche noir. Il les garde dans le local des portiers. N'importe qui aurait pu s'en emparer, ajouta-t-elle comme pour le défendre. Et il semble que quelqu'un l'ait fait. » On entendit le docteur Bégulet se relever. Puis, les yeux toujours fixés sur le cadavre, il ajouta « Téléphonez à Cully à la réception, voulez-vous, Miss Ambrose? Ne l'alarmez pas, mais dites-lui de ne laisser personne entrer ni sortir du bâtiment. Cela vaut aussi pour les patients. Puis appelez le docteur Effereg et demandez-lui de descendre. Il doit être dans son cabinet de consultation, j'imagine. » Ne devrions-nous pas appeler la police? Le docteur Ingram s'exprimait avec nervosité et son visage rose, si ridiculement pareil à celui d'un lapin angora, prit une coloration encore plus prononcée.
On avait tendance à négliger la présence du docteur Ingram, même dans les moments moins dramatiques, et le docteur Begley le dévisagea, les yeux vides, comme s'il avait momentanément oublié son existence. « Attendons le directeur médical », finit-il par répondre. Miss Ambrose disparut dans un froissement de linge amidonné. Le téléphone le plus proche se trouvait juste à côté de la porte des archives, mais comme des montagnes de papier les isolaient de tout bruit extérieur, le docteur Steiner tendit vainement l'oreille pour entendre le déclic du combiné ou la voix murmurante de la surveillante. Il se força une fois de plus à regarder le corps de Miss Pollum. De son vivant, elle lui avait semblé sans grâce ni charme, et la mort ne lui conférait aucune dignité. Elle était couchée sur le dos, ses genoux relevés, écartés, laissant clairement apparaître un bout de slip de laine rose qui semblait bien plus indécent que la chair nue. Son lourd visage rond paraissait tout à fait paisible. Les 2 nattes épaisses qu'elle portait enroulées au-dessus du front n'avaient pas été dérangées. Il est vrai qu'à sa connaissance, rien n'avait jamais pu déranger la coiffure archaïque de Miss Pollum. Cela rappela au docteur Steiner l'un de ces fantasmes où les nattes épaisses et sans vie, exsudant de mystérieuses sécrétions, restaient immuablement collées au-dessus du front placide de Miss Pollum. La dévisageant ainsi, dans l'impuissante indignité de la mort, le docteur Steiner essayait de ressentir de la pitié et savait qu'il avait peur. Mais il n'était pleinement conscient que de son dégoût. Comment éprouver la moindre tendresse envers quelque chose d'aussi ridicule, d'aussi choquant, d'aussi obscène? L'horrible mot émergea à la surface de sa conscience sans avoir été sollicité. Obscène. Il éprouva le besoin ridicule de tirer sur la jupe, de recouvrir ce visage bouffi, pathétique, de remettre à leur place les lunettes qui avaient glissé du nez et pendaient de travers accrochées à l'oreille gauche. Les yeux de Miss Pollum étaient mi-clos, et sa petite bouche pincée comme pour désapprouver une fin aussi peu digne et imméritée. Le docteur Steiner connaissait cette expression. Il l'avait vue sur son visage lorsqu'elle vivait encore. Il pensa « On dirait qu'elle est en train de me reprocher ma note de frais de déplacement. » Tout à coup, il fut pris d'un intolérable besoin de pouffer. Le rire gonflait sans qu'il puisse le maîtriser. Il se rendait compte que cette horrible envie était due à la nervosité et au choc qu'il avait subi, mais cela ne l'aidait pas à se dominer. En désespoir de cause, il tourna le dos à ses collègues et s'efforça de retrouver son sang-froid, agrippé au rebord d'un casier, le front pressé contre le métal froid, la bouche et les narines emplies de l'odeur suffocante des vieux dossiers moisis. Il ne s'était pas aperçu du retour de Miss Ambrose, mais tout à coup, il l'entendit parler. « Le docteur Efferegg va descendre. Cully est à la porte et je lui ai dit de ne laisser sortir personne. Votre patient fait beaucoup d'histoire, docteur Steiner. Je devrais peut-être aller le retrouver. » Face à ce dilemme, le docteur Steiner se maîtrisa. Il était relativement important, lui semblait-il, de rester avec les autres et d'être présent lorsque le directeur médical arriverait. Il serait sage de s'assurer que rien de crucial ne puisse se dire ou se faire hors de portée de ses oreilles. D'un autre côté, il n'éprouvait pas une grande envie de rester en présence du cadavre. Les archives surchauffées et aussi brillamment éclairées qu'une salle d'opération lui donnaient l'impression angoissante d'être un animal pris au piège. Les étagères lourdement chargées semblaient peser sur lui, obligeant ses yeux à revenir encore et toujours à la silhouette affalée sur sa civière de papier. « Je reste », décida-t-il. « Mr. Burke attendra comme tout le monde. » Ils se tinrent là sans mot dire. Le docteur Steiner aperçut la surveillante, calme, trapue, les mains tranquillement croisées sur son tablier, et dont seule la pâleur trahissait l'émotion. C'est ainsi qu'elle avait dû se tenir d'innombrables fois au chevet d'un patient depuis bientôt 40 ans qu'elle était infirmière, attendant, discrète et respectueuse, les ordres du médecin. Le docteur Begley sortit ses cigarettes, considéra un moment le paquet comme s'il s'étonnait de le trouver dans sa main et le remit dans sa poche. Le docteur Ingram semblait pleurer sans bruit. Une seule fois, le docteur Steiner crut l'entendre murmurer « Pauvre femme, pauvre femme !» Ils perçurent bientôt un bruit de pas et le directeur médical fit son apparition.
suivi de Fredrika Saxon, la psychologue la plus ancienne de la clinique. Le docteur Ethereg s'agenouilla près du corps. Sans le toucher, il approcha son visage de celui de Miss Bolam, comme s'il allait l'embrasser. Les petits yeux vifs du docteur Steiner ne ratèrent pas le regard que Miss Saxon lança au docteur Beguelet, le mouvement instinctif qui les rapprocha, suivi d'un rapide retrait. « Que s'est-il passé » murmura-t-elle. « Est-elle morte ?»« Oui. Assassinée, semble-t-il. » La voix de Beguelet était monocorde. Miss Saxon fit un geste brusque. L'espace incroyable d'une seconde, le docteur Steiner crut qu'elle allait se signer. Qui a fait cela? Pas ce pauvre vieux Tippett. On dirait son fétiche, non? Oui, mais il n'est pas là. Il est à Saint-Luc avec une pneumonie. Oh mon Dieu! Qui alors? Cette fois-ci, elle se rapprocha du docteur Beguelet et ils ne s'écartèrent plus l'un de l'autre. Le docteur Ethereg se releva péniblement. Vous avez raison, évidemment. Elle est morte. D'abord assommée, dirait-on, puis poignardée en plein cœur. J'ai monté téléphoner à la police et avertir le reste du personnel. Nous ferions mieux de rassembler tout le monde puis de fouiller l'immeuble tous les trois. Il ne faut toucher à rien, bien entendu. Le docteur Steiner n'osa pas regarder le docteur Beguelet dans les yeux. Le docteur Ethereg, dans son rôle d'administrateur calme et autoritaire, lui avait toujours paru légèrement ridicule. Il soupçonnait Beguelet d'éprouver la même impression. Tout à coup, ils entendirent un bruit de pas et la plus ancienne des assistantes sociales en psychiatrie, Miss Ruthkettel, apparut derrière les rayonnages et les contempla de ses yeux myopes. « Ah, vous voilà, monsieur le directeur » fit-elle de sa voix flûtée, essoufflée. Elle est la seule, pensa le docteur Steiner, parmi les membres du personnel, à donner Dieu sait pourquoi ce titre ridicule au docteur Ethereg. On se croirait dans un centre de médecine naturelle. « Kelly m'a dit que je vous trouverais ici en bas. N'êtes pas occupé, j'espère. Je suis tellement bouleversé. Je ne veux pas causer d'ennui, mais réellement, c'en est trop. Miss Bolam m'a fixé un rendez-vous avec un nouveau patient lundi à 10 heures. Je viens de le voir dans mon agenda, sans me consulter, bien entendu. Elle sait que c'est l'heure à laquelle je vois les Foraker. Je crains que ce ne soit tout à fait intentionnel. Vous savez, monsieur le directeur, il faudrait vraiment que quelqu'un s'occupe de Miss Bolam. » Le docteur Beguelet s'écarta. « Quelqu'un l'a fait, » répondit-il sombrement. De l'autre côté du square, le commissaire Adam Dalglish, du service des enquêtes criminelles, assistait au cocktail rituel que ses éditeurs donnaient chaque automne et qui coïncidait avec la 3e réimpression de son premier livre de poésie. Il ne surestimait ni son talent ni le succès de son livre. Or, ses poèmes, qui reflétaient son esprit détaché, ironique et fondamentalement impatient, convenaient à l'état d'esprit du public. Il ne croyait pas que plus d'une dizaine d'entre eux survivraient, même à ses propres yeux. En attendant, il naviguait sur les hauts fonds d'une mer peu familière, où agents, droits d'auteur et critiques constituaient de plaisants écueils. De même que cette réception. Il l'avait envisagée sans enthousiasme, comme une obligation, mais elle s'était révélée plus agréable qu'il ne s'y était attendu. Messieurs Hearn et Illingworth étaient tout aussi incapables d'offrir du mauvais sherry que de publier de mauvaises œuvres. Dalglish se dit que la part qui revenait à ses éditeurs sur la vente de ses livres avait dû être sifflée dans les 10 premières minutes de la réception. Le vieux Sir Herbert Illingworth avait fait une brève apparition et tristement secoué la main de Dalglish avant de s'éloigner d'un pas traînant et marmonnant dans sa barbe, comme s'il déplorait le fait qu'un autre auteur de sa maison goûtât, en y exposant son éditeur, aux douteuses satisfactions que procure le succès. Pour lui, tous les écrivains étaient des enfants précoces qu'il fallait tolérer et encourager, mais non surexcités de crainte qu'ils ne pleurent à l'heure du coucher. Certaines interruptions se révélèrent moins agréables que la brève apparition de Sir Herbert. Peu d'invités savaient que Dalglish était policier, et ils ne s'attendaient pas tous à ce qu'il parle de son métier. Mais il y avait inévitablement ceux qui trouvaient inconvenant qu'un homme qui mettait le grappin sur des meurtriers écrivît aussi des vers et exprimait cette pensée avec plus ou moins de tact.
Selon toute vraisemblance, et quelle que fût l'intensité avec laquelle ils discutaient ensuite du sort qu'on devait leur faire subir, ils souhaitaient tous qu'on appréhende les criminels, mais ils n'en faisaient pas moins montre d'une ambivalence caractéristique à l'égard de ceux qui les attrapaient. Dalglish avait l'habitude de ce genre d'attitude, et la trouvait moins insultante que le lieu commun selon lequel les membres de la brigade criminelle exerçaient une certaine fascination. Mais s'il avait subi le pourcentage attendu de curiosité furtive et d'inanité habituelle dans ce genre de réception, il avait aussi rencontré des gens affables à la conversation agréable. Aucun écrivain, si détaché qu'il paraisse lorsqu'on aborde le sujet de son talent, n'est insensible au subtil réconfort que procurent les louanges désintéressées, et Dalglish, résistant au soupçon que seul un petit nombre de ses admirateurs l'avaient réellement lu et qu'un nombre encore moindre avait acheté le livre, découvrit qu'il s'amusait paisiblement et fut assez honnête pour en admettre la raison. La première heure avait été mouvementée, mais peu après cette heure, il s'était retrouvé tout seul, debout, verre en main, à côté d'une élégante cheminée de James Wyatt. Un petit feu de bois brûlait, remplissant la pièce d'une légère odeur de campagne. C'était un de ces moments inexplicables où l'on se retrouve soudain complètement seul au milieu d'une foule, où le bruit est comme assourdi, où les corps trop serrés semblent s'écarter, devenir lointains et mystérieux, comme des acteurs sur une scène éloignée. Dalglish appuya le dos de sa tête contre le manteau de la cheminée, savourant ce moment de solitude et prenant note en connaisseur des élégantes proportions de la pièce. Tout à coup, il aperçut Deborah Riscoe. Elle devait être entrée sans faire le moindre bruit. Il se demanda depuis combien de temps elle était là. À l'instant même, la paix et le bonheur diffus qu'il ressentait firent place à un plaisir intense et douloureux comme celui qu'éprouve un garçon qui tombe amoureux pour la première fois de sa vie. Elle le vit tout de suite et, verre en main, se fraya un chemin jusqu'à lui. Son apparition était totalement inattendue, et il ne s'accorda pas l'illusion qu'elle se trouvait là pour lui. Après leur dernière rencontre, voilà qui eût été fort improbable. « Quelle agréable surprise !» fit-il. « Je serais venu de toute façon, répondit-elle, mais en vérité je travaille ici. Félix Hearn m'a procuré cet emploi après la mort de maman. Je me rends très utile. Je sers de factotum et aussi de sténodactylo. J'ai suivi des cours. » Il sourit. « À vous entendre, on dirait une cure. Ma foi, c'en est une d'une certaine manière. » Il ne fit pas semblant de ne pas comprendre. Ils restèrent tous les deux silencieux. Dalglish savait qu'elle était morbidement sensible à toute allusion à l'affaire qui, 3 ans plus tôt, les avait pour la première fois mis en présence. Cette blessure ne supportait toujours pas le moindre contact. 6 mois plus tôt, il avait lu dans le journal le faire-part annonçant la mort de sa mère. Mais il lui avait semblé impossible et impertinent d'envoyer un message ou de prononcer les traditionnelles paroles de condoléances. Après tout, il était partiellement responsable de cette mort. Ce n'était guère plus facile maintenant. Ils parlèrent donc de sa poésie et de son travail à elle. Tout en échangeant ces menus propos, faciles et désinvoltes, il se demandait ce qu'elle dirait s'il l'invitait à dîner. Si elle ne refusait pas platement, ce qu'elle ferait sans doute, cela pourrait l'impliquer, lui, dans un début d'aventure. Il ne prétendait pas avoir simplement envie de partager un repas agréable avec une femme qu'il jugeait très belle. Il ignorait ce qu'elle pensait de lui. Mais il avait toujours su, depuis leur dernière rencontre, qu'il était sur le point de tomber amoureux. Si elle acceptait ce soir ou n'importe quel autre soir, sa solitude serait menacée. Il en avait l'absolue certitude, et cette pensée l'effrayait. Depuis que sa femme était morte en couche, il s'était prudemment protégé de toute douleur. L'amour physique n'était guère plus qu'un exercice de savoir-faire, et les aventures de simples pavanes sentimentales, formelles, dansées, selon les règles, et qui ne l'engageaient à rien. Mais elle refuserait, bien entendu. Il n'avait absolument aucune raison de penser qu'elle s'intéressait à lui. Seule cette certitude lui donnait la confiance nécessaire pour s'abandonner à ses pensées. Et pourtant, il avait envie de tenter sa chance. Pendant qu'il bavardait, il répétait les mots mentalement avec une ironie amusée parce qu'il reconnaissait, après tant d'années, les incertitudes de l'adolescence. Une légère tape sur l'épaule le prit par surprise.
C'était la secrétaire du président. On le demandait au téléphone. « Scotland Yard, Mr. Dalglish », dit-elle d'un air faussement indifférent, comme si les auteurs de chez Hearn et Illingworth avaient l'habitude de recevoir des coups de téléphone du Yard. Il eut un sourire d'excuse et Deborah Riscoe haussa les épaules avec résignation. « Je n'en ai que pour un moment », affirma-t-il. Mais tandis qu'il se faufilait à travers les groupes d'invités bavards, il savait qu'il ne reviendrait pas. Il prit le téléphone dans un petit bureau à côté de la salle de réunion, après s'être frayé un chemin au milieu de chaises sur lesquelles s'empilaient des manuscrits, des rouleaux d'épreuves en placard et des chemises poussiéreuses. Hearn et Illingworth entretenaient un air d'oisiveté démodée et de désordre général qui cachait, parfois à la grande déconvenue de leurs auteurs, une formidable efficacité et une attention aux moindres détails. La voix familière résonna dans son oreille. « C'est vous, Adam ? Comment va la réception ? Bien. Ah, désolé d'y mettre fin, mais je vous serais reconnaissant de jeter un coup d'œil en face. La clinique Steen, numéro 31. Vous connaissez l'endroit. Ne s'occupe que des névroses de la haute société. Il paraît que leur secrétaire ou leur directrice administrative ou je ne sais quoi s'est fait assassiner. Assommé au sous-sol, puis le cœur adroitement transpercé. Nos hommes sont en route. Je vous ai envoyé Martin, bien entendu. Il aura votre attirail avec lui. » « Merci, monsieur. »« Quand l'a-t-on signalé ? » ?»« Il y a 3 minutes. Le directeur médical a appelé. Il m'a fait un résumé précis des alibis de pratiquement tout le monde au moment supposé de la mort et m'a expliqué pour quelles raisons il ne pouvait s'agir de l'un des patients. J'ai eu ensuite un médecin du nom de Steiner. Il m'a rappelé que nous nous étions rencontrés il y a 5 ans à un dîner donné par feu son beau-frère. Le docteur Steiner a expliqué pourquoi il ne pouvait être l'assassin et a eu l'amabilité de me donner son interprétation de la personnalité du meurtrier. Ils ont lu tous les meilleurs romans policiers. Personne n'a touché au corps. Ils ne laissent entrer ni sortir personne et ils se sont tous réunis dans une seule pièce pour pouvoir se surveiller mutuellement. Feriez bien de vous dépêcher, Adam, ou ils résoudront le crime avant votre arrivée. « Qui est le directeur médical ?» demanda Dalglish. « Le docteur Henry Etheregg. Vous avez dû le voir à la télévision. C'est le psychiatre de l'establishment. Il a pour but de rendre la profession respectable. L'air distingué, orthodoxe et sérieux. Je l'ai vu au tribunal, dit Dalglish. Bien sûr. Vous vous souvenez de lui dans l'affaire Routledge ? Il m'a pratiquement fait pleurer dans mon mouchoir et je connaissais Routledge mieux que personne. C'est à Etheregg que s'adresse tout naturellement n'importe quel avocat de la défense, s'il peut se l'offrir. Vous connaissez leur chanson. Trouvez-moi un psychiatre qui ait l'air respectable, parle l'anglais et ne risque ni de choquer le jury, ni d'éveiller l'hostilité du juge. Réponse, Etheregg. Bon, eh bien bonne chance. Le préfet de police adjoint était optimiste, s'il supposait que son message pouvait mettre fin à la réception. Elle avait depuis longtemps atteint le stade où le départ d'un invité solitaire ne déconcertait plus personne. Dalglish remercia son hôte, fit en passant un signe d'adieu aux quelques personnes qui se trouvaient dans son champ de vision et sortit de l'immeuble pratiquement sans se faire remarquer. Il ne revit pas Deborah Riscoe et ne fit aucun effort pour la trouver. Son esprit se fixait déjà sur le travail qui l'attendait et il avait l'impression de s'être épargné au mieux une rebuffade, au pire une sottise. Cette rencontre avait été brève, excitante, dérangeante et peu concluante, mais déjà elle faisait partie du passé. En traversant le square en direction du haut bâtiment d'époque georgienne qui abritait la clinique Steen, Dalglish se remémora les maigres éléments d'information qui lui étaient parvenus à propos de cet endroit. La plaisanterie courait qu'il fallait jouir d'une santé mentale exceptionnelle pour être accepté en traitement à la Steen. En tout cas, les responsables de la clinique avaient la réputation, probablement imméritée, se dit Dalglish, de sélectionner les patients en accordant plus d'importance à leur niveau intellectuel et à leur classe sociale qu'à leur condition mentale, de les soumettre à des examens destinés à décourager tout le monde sauf les plus enthousiastes et de les placer ensuite sur une liste d'attente suffisamment longue pour s'assurer que les effets bénéfiques du temps puissent exercer un maximum d'influence avant que le malade ne reçoive enfin sa première séance de psychothérapie. Dalglish se souvenait que la Steen possédait un Modigliani. Il ne s'agissait pas d'une œuvre très connue.
et elle ne représentait pas ce que l'artiste avait fait de mieux, mais c'était bel et bien Modigliani. Ce cadeau d'un patient reconnaissant, accroché dans la salle de conférence du premier étage, était assez représentatif de l'image qu'offrait la clinique aux yeux du public. D'autres institutions du Service national de santé égayaient leurs murs avec des reproductions en provenance de la collection de la Croix-Rouge. Le personnel de l'Astin ne cachait pas qu'il préférait à tous les coups un original de second choix à une reproduction de premier choix. Et pour le prouver, il en possédait un. La maison elle-même faisait partie d'une rangée d'habitations de même époque. Confortable, sans prétention et tout à fait plaisante, elle était située au coin sud du square. À l'arrière, un passage étroit menait au Lincoln Square News. Le sous-sol était protégé par une barrière qui s'incurvait de chaque côté des larges marches conduisant à la grande porte et supportait 2 lampadaires en fer forgé. À droite de la porte, une plaque de bronze sans prétention portait le nom du comité de gestion des hôpitaux qui administrait l'unité et en dessous les mots « Clinique Steen ». Aucune autre information n'était fournie. La Steen n'affichait pas ses fonctions pour le vulgaire, pas plus qu'elle ne souhaitait attirer un flot de psychotiques résidant dans le quartier et cherchant à se faire soigner ou rassurer. Il y avait 4 voitures garées à l'extérieur, mais aucune trace encore de la police. La maison paraissait très calme. La porte était fermée, mais l'élégant imposte dans le style des frères Adam, situé au-dessus de la porte, était éclairé, et de la lumière filtrait entre les plis des rideaux tirés aux fenêtres du rez-de-chaussée. La porte s'ouvrit, avant même qu'il n'ait retiré son doigt de la sonnette. On l'attendait. Un jeune homme trapu, en uniforme de portier, ouvrit et le fit entrer sans un mot. Le hall était brillamment éclairé et une chaleur étouffante semblait y régner après la fraîcheur de cette nuit d'automne. À gauche de la porte se trouvait la réception, un cagibi fermé par des panneaux de verre avec un standard téléphonique. Un autre portier, beaucoup plus vieux, était assis devant le standard dans une attitude trahissant le plus profond découragement. Il se retourna et regarda brièvement Dalglish avec des yeux chassieux, puis se remit à contempler le standard comme si l'arrivée du commissaire était la goutte prête à faire déborder le vase d'une intolérable amertume dont on ne pourrait se soulager qu'en l'ignorant. Dans la partie principale du hall, le comité d'accueil s'avançait, le directeur médical en tête, les mains tendues comme s'il accueillait un invité. « Commissaire Dalglish, nous sommes très heureux de vous voir. Puis-je vous présenter mon collègue, le docteur James Begulet, et le secrétaire délégué du comité de gestion des hôpitaux affecté à notre groupe, Mr. Lauder. »« Vous êtes arrivé ici très rapidement, monsieur, dit Dalglish à Lauder. »« J'ignorais tout du meurtre jusqu'à mon arrivée, il y a 2 minutes, répondit le secrétaire du groupe. Miss Bolam m'a téléphoné aujourd'hui à l'heure du déjeuner pour me dire qu'elle désirait me voir de toute urgence. Il se passait quelque chose à la clinique et elle avait besoin d'un conseil. Je suis venu aussitôt que possible et j'ai appris qu'elle avait été assassinée. Dans ces circonstances, j'avais plus d'une raison pour décider de rester. On dirait qu'elle avait encore plus besoin d'aide qu'elle ne l'imaginait. Quelle qu'en ait été la raison, je crains que vous ne soyez arrivé trop tard, déclara le docteur Effereg. Dalglish s'aperçut que celui-ci était bien moins grand que ce que suggéraient ses apparitions télévisées. Sa large tête, avec son front bombé et son auréole de cheveux blancs, fins et doux comme ceux d'un bébé, paraissait trop lourde pour le mince corps qui la supportait et qui semblait avoir vieilli séparément, ce qui lui donnait un air bizarrement désintégré. Il était difficile de deviner son âge, mais Dalglish songea qu'il devait être plus proche de 70 que de 65 ans, âge auquel un médecin consultant prenait normalement sa retraite. Il avait le visage d'un gnome indestructible, des joues marbrées de rouge au point de paraître maquillées, des sourcils qui se dressaient au-dessus d'un regard d'un bleu perçant. Dalglish se dit que ses yeux et la voix douce et persuasive n'étaient pas les moindres des atouts professionnels du directeur médical. Par contraste, le docteur James Begulet mesurait 1,80 m, presque autant que Dalglish, et il dégageait à première vue une impression d'intense lassitude. Il portait une longue blouse blanche qui pendait lâchement de ses épaules voûtées. Bien qu'il fût nettement plus jeune que le directeur médical, il n'avait rien de sa vitalité. Il avait des cheveux plats qui tournaient au gris fer. De temps à autre, il les écartait de ses yeux avec de longs doigts tachés de nicotine.
Son visage était agréable, osseux, mais avec une peau et des yeux comme ternis par une fatigue permanente. « Je voudrais bien entendu voir le corps sans tarder, » déclara le directeur médical. « Je vais demander à Peter Nagel de descendre avec nous, si cela ne vous ennuie pas. Une des armes utilisées est son ciseau. Non qu'il y soit pour quelque chose, le malheureux. Et vous voudrez sans doute lui poser des questions. »« Je voudrais interroger tout le monde en temps et lieu, » répliqua Dalglish. Il était évident que le directeur médical avait pris les choses en main. Le docteur Beguelet, qui n'avait encore rien dit, semblait heureux d'accepter cette position en retrait. Lauder avait apparemment décidé de veiller au grain. Alors qu'il se dirigeait vers l'escalier du sous-sol, à l'arrière du hall, ses yeux croisèrent ceux de Dalglish. Ce bref coup d'œil était difficile à analyser, mais Dalglish pensa y détecter une lueur amusée et un certain détachement désabusé. Ils gardèrent le silence tandis que Dalglish s'agenouillait près du corps. Il n'y toucha pas, si ce n'est pour écarter le cardigan et le chemisier qui étaient tous deux déboutonnés et exposaient à la lumière le manche du ciseau. Celui-ci était enfoncé jusqu'à la garde. Les tissus étaient à peine meurtris, il n'y avait pas de sang. Le tricot de la femme avait été roulé jusqu'au-dessus des seins afin de mettre la chair à nu pour ce coup pervers, calculé. Une telle délibération suggérait que l'assassin possédait une connaissance sûre de l'anatomie. Il y avait moyen de tuer plus facilement qu'en transperçant le cœur d'une seule poussée, mais pour ceux qui s'y connaissaient et avaient suffisamment de force, il y avait peu de moyens aussi sûrs. Dalglish se releva et se tourna vers Peter Nagel. « C'est votre ciseau ?»« On dirait. Il ressemble au mien et le mien n'est pas dans sa boîte. » Malgré l'omission du « monsieur » usuel, le ton de voix éduqué et placide ne contenait aucune trace d'insolence ou de ressentiment. « Aucune idée de la manière dont il s'est retrouvé là ?» demanda Dalglish. « Aucune. Et même si j'en avais une, il y aurait peu de chances que je le dise, pas vrai ?» Le directeur médical eut un rapide froncement de sourcils comme pour prévenir ou réprimander l'homme de peine et plaça un bref moment sa main sur son épaule. Sans demander l'avis de Dalglish, il dit avec sollicitude. « Ce sera tout pour le moment, Nagel. Attendez-nous dehors, voulez-vous » Dalglish ne fit aucune objection tandis que le portier se détachait tranquillement du groupe et sortait sans ajouter un mot. Pauvre garçon. Le fait qu'on ait utilisé son ciseau l'a naturellement mis en état de choc. Cela donne désagréablement l'impression qu'on a tenté de l'impliquer. Mais vous verrez, commissaire, que Nagel est l'un des rares membres du personnel à avoir un alibi complet pour l'heure présumée de la mort. Dalglish ne fit pas remarquer que cela était en soi extrêmement suspect. « Avez-vous pu évaluer le moment de la mort ?» demanda-t-il. « Je pense qu'elle doit être très récente, » répondit le docteur Effereg. « C'est aussi l'opinion du docteur Beguelet. Il fait très chaud dans la clinique aujourd'hui. Nous venons de mettre le chauffage central en route, et le corps devrait se refroidir très lentement. Je n'ai pas testé sa rigidité. À vrai dire, je ne suis guère qu'un profane en la matière. Mais j'ai eu la confirmation que son décès date de moins d'1 heure. Bien entendu, nous avons discuté entre nous en vous attendant, et il semble que la surveillante ait été la dernière personne à voir Miss Porlam vivante. C'était à 6h20. Cully, notre vieux portier, me dit que Miss Porlam l'a appelée par la ligne intérieure vers 6h15 pour l'avertir qu'elle descendait au sous-sol et qu'on fasse attendre Mr. Lauder dans son bureau s'il arrivait. Quelques minutes plus tard, pour autant qu'elle puisse en juger, Miss Ambrose est sortie de la salle de sismothérapie au rez-de-chaussée et a traversé le hall pour aller dans la salle d'attente avertir le mari d'une patiente que sa femme était prête à partir. La surveillante a vu Miss Porlam se diriger vers l'escalier du sous-sol. Personne ne l'a revue vivante après cela, sauf l'assassin. Le docteur regarda Dalglish avec surprise. « Oui, bien entendu. Je voulais dire qu'aucun d'entre nous ne l'a revue vivante. J'ai questionné Miss Ambrose à propos de l'heure et elle est tout à fait certaine. Je verrai Miss Ambrose et l'autre portier plus tard. Bien entendu. Il va sans dire que vous voudrez voir tout le monde. Nous nous y attendions. Nous avons tous téléphoné chez nous pour dire que nous rentrerions tard, mais sans donner d'explication. Nous avons déjà fouillé le bâtiment et établi que la porte du sous-sol et la porte arrière du rez-de-chaussée étaient toutes les deux verrouillées. Naturellement, nous n'avons touché à rien ici.
J'ai donné des ordres pour que le personnel se rassemble dans le cabinet de consultation de devant. À l'exception des 2 infirmières qui ont rejoint les derniers patients dans la salle d'attente. On n'a laissé entrer personne à part vous et Mr. Lauder. Vous semblez avoir pensé à tout, docteur, fit Dalglish. Il se releva et contempla le corps. Qui l'a trouvé? Demanda-t-il. Jennifer Preedy, l'une de nos secrétaires médicales. Cully, le vieux portier, s'est plaint de douleurs à l'estomac pendant presque toute la journée, et Miss Preedy était allée trouver Miss Bolam pour lui demander s'il pouvait rentrer chez lui plus tôt. Miss Preedy est bouleversée, mais elle a pu me dire... Je pense qu'il vaudrait mieux qu'elle me raconte elle-même son histoire. Est-ce que cette porte était fermée à clé? Son intonation était parfaitement courtoise, mais il eut conscience de leur surprise. Le directeur médical répondit sans changer de ton. En général, elle l'est. La clé reste accrochée à un tableau avec les autres clés de la clinique dans le local des portiers, ici au sous-sol. Le ciseau était lui aussi rangé là. Et ce fétiche, pris dans la salle d'ergothérapie de l'autre côté du couloir, il a été sculpté par l'un de nos patients. C'était de nouveau le directeur médical qui répondait. Jusqu'à présent, le docteur Begulet n'avait pas prononcé le moindre mot. Tout à coup, il déclara. Elle a été assommée avec le fétiche, puis elle a eu le cœur transpercé par quelqu'un qui s'y connaît ou qui a une sacrée chance. Ça, c'est évident. Ce qu'il est moins, c'est pourquoi on a mis un tel désordre dans les dossiers médicaux. Elle est couchée dessus. On a donc dû la tuer après. C'est peut-être le résultat d'une lutte, suggéra le docteur Efferegg. Je ne crois pas. Quelqu'un a sorti les dossiers des casiers et les a délibérément jetés par terre. On ne fait pas cela sans raison. Ce meurtre n'a pas été commis sur un coup de tête. C'est alors que Peter Nagel, qui était apparemment resté derrière la porte, entra dans la pièce. « On a sonné à la porte, monsieur. C'est peut-être le reste de la police ?» Dalglish prit note du fait que la salle des archives était presque totalement insonorisée. La sonnette d'entrée était stridente, et pourtant, il ne l'avait pas entendue. « Exact, dit-il. Nous allons monter. »« Commissaire, demanda le docteur Efferegg alors qu'il se dirigeait vers l'escalier, je me demande si vous pourriez voir les patients assez rapidement. Il n'en reste que 2, un homme en psychothérapie chez mon collègue le docteur Steiner et une femme à qui l'on a administré un traitement à l'acide lysergique ici au sous-sol dans la salle de soins qui donne sur le devant. Le docteur Begulet va pouvoir vous expliquer en quoi consiste ce traitement, c'est sa patiente, mais je puis vous certifier qu'il n'y a que quelques minutes qu'elle a pu quitter son lit et qu'elle ne sait certainement rien du meurtre. Ces patients sont très désorientés pendant l'administration du traitement. Une infirmière, Miss Bolam, est restée avec elle toute la soirée. Miss Bolam? C'est une parente de la morte? Sa cousine, répondit brièvement le docteur Beguelet. Et cette patiente désorientée, docteur, saurait-elle si l'infirmière l'a laissée seule en cours de traitement? Le docteur Beguelet répondit sèchement. Miss Bolam ne l'aurait pas quittée. Ils montèrent ensemble les marches à la rencontre des voix qui murmuraient dans le hall. Ce coup de sonnette introduisit dans la clinique Steen l'équipement et les techniques d'un monde qui lui était étranger. Les experts en mort violente se mirent au travail silencieusement et sans faire de manière. Dalglish disparut dans les archives avec le médecin de la police et le photographe. L'homme des empreintes, petit et joufflu comme un hamster, avec des mains minuscules et délicates, se consacra aux poignées de porte, aux serrures, à la boîte à outils et aux fétiches de Tippett. Des policiers en civil, ressemblant de façon déconcertante à des acteurs de télévision, jouant le rôle de policiers. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.